Allez, salut à tous. Pas de nouveautés sur le monde des cryptos, donc on va malheureusement les passer ce matin très rapidement. De toute façon, faire de l'intraday sur les cryptos pour l'instant, normalement, vous devez savoir que c'est pas trop le tempo. Donc on passe direct au marché US qui me semble plus intéressant, marché européen également qu'on va regarder. Comme on fait de l'intraday, obligation d'aller sur le calendrier économique. Aujourd'hui est une journée pas du tout inintéressante en termes de statistiques, mais le gros du package se situe cet après-midi. Et je pense sincèrement que ça risque de faire bouger un petit peu les marchés, puisqu'il s'agit donc du marché de l'immobilier américain et des statistiques qui sont plus ou moins attendues, puisque évidemment les ventes de logements neufs, ça baisse. Donc évidemment, si on continue de voir les permis de construire à la baisse également, on va commencer à se dire, aïe aïe aïe, si le marché immobilier se tend, que le marché de l'emploi commence à avoir des inscriptions légèrement en hausse après une tendance linéaire à la baisse depuis 2008, eh bien, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce ne serait pas les récessions qui pointeraient le bout de leur nez? Tout simplement, hein, voilà, donc ressurgir les risques sur la croissance et ainsi de suite, et derrière, encore une fois, toujours le même problème. Hein, il y a des réalités physiques qui sont qu'on a payé toutes les conneries du tax plan et compagnie, qui coûtent à l'État américain 20 000 milliards de dollars par an. Selon les estimations, non, c'est même pas que c'est des estimations, mais voilà, on est proche de ça. Donc, tout ce qu'on peut sait, c'est qu'aujourd'hui, l'État américain augmente son déficit public pour permettre à des entreprises qui ont décidé de ne pas produire plus, de racheter par contre toujours plus d'actions et de distribuer toujours plus de dividendes. Donc il faut faire attention, évidemment, ça crée un décalage très net donc, entre la création de richesses et sa dispersion au sein de l'économie réelle. Donc on a créé tout un tas de richesses qui appauvrissent l'État américain, principalement, et qui rendent plus riche une certaine classe sociale qui bénéficie des rendements sur les actions, mais la plupart des gens n'en bénéficieront pas puisqu'ils ont acheté au sommet et qui risquent de se faire démonter. Donc toujours le même contexte, hein. Donc un contexte de ciseaux qui, une fois qu'il se déclenche, s'il se déclenche, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. C'est-à-dire que là, cette fois, si vous l'avez dit, si on repart à la baisse avec des sommets, des sommets descendants en hebdomadaire, c'est juste game over. Les creux le sont déjà. Et là, derrière, il n'y aura pas de pompada pour remonter, il n'y aura rien de tout ça. Voilà. Là, si on tombe, on sait qu'on tombe pour les 12 à 18 prochains mois. Et que très probablement il y a un effet ciseau à la baisse qui risque de se mettre en place lorsqu'on se dirigera vers le support des 2000 points qui risque de causer des accélérations assez massives dessous par des mouvements de panique. Bref, donc tout ça c'est le contexte que vous connaissez, hein, donc comme toujours en intraday on situe le contexte pour savoir dans quelle zone on est. Le problème c'est qu'ici c'est chiant pour faire de l'intraday puisqu'on est donc sur une zone de vente de moyen terme. Donc évidemment c'est volatile puisque là on va traiter des UT court terme, des UT 15 minutes, 5 minutes, alors qu'on est ici en train de traiter des zones hebdo-mensuelles. Bon, forcément, donc il faut être souple. Ce que ça veut dire ici, tout simplement, c'est qu'il faut toujours, je vous apprends à vous adapter au contexte. Le contexte, c'est qu'ici, c'est tendu, que les enjeux sont énormes, et que du coup, la volatilité et la liquidité risquent de poser des petits problèmes en intraday, raison pour laquelle, quand vous prenez ce type de trade, vous réduisez le levier. Voilà, vous prenez que 2/3 de la taille de position que vous auriez pris habituellement pour vous autoriser tout simplement d'augmenter le stop d'un tiers. C'est aussi simple que ça, pour être capable d'absorber cette volatilité, parce qu'elle peut taper à tout moment, soit par un catalyseur, soit parce que Trump décide d'ouvrir sa gueule sur Twitter, ou des trucs comme ça. Voilà, donc il faut faire très très attention. C'est un marché donc qui essaie de se nourrir d'informations, qui arrivent dans tous les sens, qui sont toutes contradictoires. Donc c'est un coup en haut, un coup en bas, un coup ceci, un coup cela. On ne sait jamais trop. Ça, c'est les catalyseurs qu'on peut anticiper, parce qu'on sait qu'ils seront publiés à cette heure-là. Il faut être conscient qu'en ce moment, il y a tout un tas de catalyseurs qui ne sont absolument pas perceptibles, puisque ils arrivent quand ils veulent, quoi. Ça sort un peu au gré des envies de l'administration américaine ou des informations qui peuvent parvenir à la presse économique. Donc un petit tour rapide, normalement quand on fait du marché, on regarde tout de suite comment se sont comportés les marchés asiatiques. Donc tenue du support hier sur le Nikkei et après le gap baissier, un gap haussier qui revient clôturer une partie du gap baissier. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas clôturé la totalité. On est revenu chercher le plus bas,
D'accord, mais pas le point de décrochage. Donc pour l'instant, moi je dirais que c'est toujours bear, mais hésitant. C'est-à-dire que ça reste quand même très 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 hésitant comme structure. Ça tape un coup en bas, un coup en haut, donc ça traduit bien ce que je vous ai dit. On ne sait absolument rien de ce que c'est que tout ça. D'un point de vue daily, hein, voilà, quand vous avez ça sur le Nikkei, moi honnêtement, je vous dis, en 8 ans de métier, j'en vois pas souvent des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. En fait, la bourse, c'est en train de devenir un gros jeu à crétins où on tape un peu dans tous les sens. Voilà, mais là, faire gap baissier, ouverture en haut, clôture en bas, puis gap haussier, ouverture en bas, clôture en haut avec clôture partielle du gap baissier. Bon, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quoi penser, moi, personnellement, de ce marché. On est ici en squeeze, on est dans un cycle vendeur. Bon, ben, je dirais, normalement, ça attire plutôt les prix ici, et ensuite, on voit. Mais arrivé ici, je pense qu'il y aura des chances de dégradation. Donc, on attend. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a des flux de marché qui sont assez irrationnels et erratiques, qui traduisent tout simplement le mouvement plus que ambiant dans lequel on est. À Shanghai, ça confirme avec une nouvelle baisse et on est à l'équilibre au côté Hang Seng. Donc là, en gros, est-ce que la séance chinoise, la séance asiatique nous donne une information? Pas la moindre. Tout ce que ça nous dit, c'est que pour l'instant, on ne veut pas casser les supports. Donc la grande question va être de savoir, est-ce que la zone européenne va donner plus de formation sur ce niveau-là? D'un point de vue daily, le décrochement est juste absolument vertigineux pour le DAX. Mais encore une fois, attention, on a des volumes à traiter ici, c'est-à-dire qu'on est sur des anciennes résistances dont on teste les réactions en tant que support, hein, bien évidemment. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, je ne vais pas me projeter dans ce sens-là, pardon, hop, puisque moi, je pense qu'on va installer un nouveau creux. Donc, quand on se projette vers l'installation de prix plus loin que ce qu'on faisait avant, en général, on cherche sa structure. Alors, c'est juste, on fait un cadrage daily, hein, vite fait, parce que je vois que j'ai mal fait mon travail. Donc normalement, on prend sa vague 1 quand on va faire une vague 5 et on la reporte au sommet théorique de la 4. Bon là, vu la première chute, je pense qu'on aura du mal à aller plus haut sur le DAX et que tous les replis vont se faire vendre sans trop de problèmes. Et on met nos objectifs vague 5. Voilà, donc moi théoriquement je vise bien cette zone-là, hein, donc basculement sous les 10 000, 9 940 à surveiller, voire 9 004 en excès. 9 004 me semble être totalement atteignable. Hein. Maintenant, bon, on va dire, il faut quand même rester calme, c'est-à-dire qu'en gros, on s'offrirait une rebaisse de 15% minimum. Voilà, c'est ce que je vous avais donné, hein, de toute façon, je pense que c'est entre 15 et 20% les niveaux de baisse. Ça, c'est exactement le support que j'avais vu, sur lequel je vous avais mis un niveau horizontal. Donc, vous voyez qu'il y a encore d'autres éléments techniques qui pointent vers la même zone de prix. Je pense que c'est là qu'on se dirige sur le DAX. 9004, sincèrement, pour ma part, il ne faudra plus être vendeur. Je n'ai pas dit qu'il fallait nécessairement être acheteur. On pourra l'être de manière spéculative pour jouer des rebonds éventuellement, mais je vous rappelle que c'est quand même risqué. Si les US s'envoient 30% de baisse, attention à ce que le DAX vous en mette pas 2-3 de plus dans les dents, juste pour emmerder le monde et venir chercher par exemple 8007 quoi. C'est-à-dire là ça part un peu, ici vous commencez à avoir des signaux acheteurs, vous dites j'achète et c'est là où boum les US vous envoient 10% de plus et forcément vous pouvez être sûr que le DAX rajoutera quelques petits pourcents dans la caisse. Côté S&P 500, pardon, on va regarder le cash, pardon je fais des bêtises, je n'aurais pas dû analyser le GR30 mais le DAX comme ça. Donc voilà, ce matin, pour l'instant, c'est bear, d'accord? C'est-à-dire que ça ouvre ici, léger gap haussier, on le clôture et on vient chercher le plus bas. C'est-à-dire que ce marché a un peu de mal à se stabiliser. On est toujours dans un cycle vendeur en daily, les flux sont donc baissiers. La question est donc de savoir, dans ces flux baissiers, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est à direction des supports de court terme? Dans ce cas-là, on encaisse des bénéfices, on revend les pullbacks. Enfin, pour l'intraday, hein, je pense. Mais il faut être clair que la logique ici, c'est plutôt de dire que tous les pullbacks seront probablement revendus. Ok? Donc on a conceptualisé notre scénario, on sait qu'on est dans des flux vendeurs en daily, donc il ne faut certainement pas s'amuser à acheter. On peut le faire sur des supports et on est conscient que c'est contre-tendance, c'est-à-dire qu'on favorise les ventes, on encaisse plutôt sous les supports. Hein, on sécurise sur le support et on attend la cassure du support. Il y a plus de chances de céder ces supports que de céder des résistances et on peut donc se protéger au-dessus de nos résistances. Ok, donc à quel stade on en est? Toujours pareil, on vient en horaire. Donc on a fait le daily, on a bien identifié que les flux étaient baissiers. Ça se voit clairement. Ici, effectivement, si je supprime les prix, on voit tout de suite qu'il y a une zone de décrochage très forte et très nette. Donc là, attention, hein, ça dérouille fort et on voit des zones d'accélération. Une là, mais qui échoue, une deuxième et une troisième. Donc
Attention, hein, 3 phases d'accélération, moi en général, ça me laisse à penser qu'il faut commencer à se calmer un petit peu. C'est-à-dire commencer à réduire si on est à l'approche d'un support. Et plusieurs raisons m'invitent à penser que, voilà, regardez, même si j'enlève les prix, hein, toujours pareil, je vous ai dit, ne vous laissez pas toujours abrutir par les prix. Certains d'entre vous ont beaucoup de mal avec ça. Dire, regardez les zones qui ont travaillé. Là, il y a bien une zone qui a travaillé. Il y en a bien une autre là. Donc, de toute façon, c'est soit l'une, soit l'autre. Moi, pour ma part, je pense que c'est plutôt celle-là qui aura des chances de faire du travail. Mais on peut très bien s'arrêter sur celle-là et revenir chercher un contexte vendeur. Donc, ce matin, sur le DAX, on va essayer de travailler la zone en spéculatif et essayer de voir, d'accord, si cette zone va céder pour aller chercher la zone inférieure. Donc aller chercher sous les 11 000, par là, quoi. Enfin, essayer d'aller chercher et grappiller vers cette zone-là. On a déjà une target ici qui peut nous aider à travailler, 11 062. Hein. Donc voilà, moi je dirais qu'après il y a une zone d'intervention intéressante ici, voilà, jusqu'au précédent support. Et par là, il y a toute une zone qui est assez intéressante pour essayer de jouer des soutiens en intraday. Pour les ventes, hein, c'est clair, le cluster il est très facilement identifiable, c'est tous les niveaux de retracement supérieur dans les contextes vendeurs. Pour moi, ça c'est les bornes typiques pour la journée, c'est-à-dire que si on va là-dedans, il faut agir uniquement de manière directionnelle. Si ça devait chuter aujourd'hui pour aller chercher cette zone, ce qui est quand même plus bas, hein, voilà, là les prix sont actuellement là, ça voudrait dire, oula, ouais, d'accord, on est peut-être un peu loin. Mais bon, tout est possible hein, dans ces contextes-là. On va noter simplement donc, que l'horaire, pour moi, c'est plutôt un flux de type retracement. On va regarder en 15 minutes. Hop. Ok, donc là, on voit bien les phases, d'accord. Ok, donc pour moi, ça, c'est une phase de préparation, la phase de breakout. Je pense qu'il nous reste normalement une petite phase de baisse supplémentaire. Parce que là, on voit bien hein, le flux. Tout à l'heure, on avait identifié 3 accélérations. Alors, je les vois bien hein, quand même. Il y en a une ici, une là et une là. Mais elles ont des structures qui ne correspondent pas. C'est-à-dire que normalement, la vague 3, hein, c'est-à-dire l'accélération intermédiaire, normalement, elle ne peut pas être la plus courte. Donc là, ce serait une vague ici, une très courte et une longue. Donc ça ne colle pas. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est 2 vagues de baisse pour l'instant. Et donc on va être prudent. Normalement, pour un flux baissier, on devrait en voir une dernière qui pousse à la divergence. Voilà. Donc on va aller vérifier qu'on n'est pas divergent en horaire, ce qui ne me semble pas être le cas. Voilà. Donc je pense que le but ce matin, c'est d'aller pousser à la divergence en horaire, c'est-à-dire d'installer derrière un nouveau plus bas qui soit divergent. Et donc, je doute qu'on aille chercher jusqu'à 2% de baisse, donc on va essayer de chercher des petits supports en 15 minutes. Non, on n'aura que dalle. Donc c'est pas grave. Allez, on va remettre les prix, puis on va chercher donc des extensions. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des informations, je dirais que les flux ce matin vont être plutôt baissiers pour jouer tout simplement des extensions de phase de baisse pour aller chasser légèrement sous les creux ici. Je pense que c'est par là qu'il faudra commencer à se calmer. Maximum cette zone-là, hein, mais je dirais voilà, déjà déborder les zones de support pour aller chercher des achats en 15 minutes, des rachats en fait de positions vendeuses. Mais je pense que le DAX ce matin est sur un flux plutôt baissier. Donc la 5e vague, hein, 1, 2, 3, 4 et on se fait une petite 5. On va regarder donc dans la structure, dans cette structure de prix, quelle est la vague la plus longue. Je pense que c'est la 1. Hein, voilà, je pense que la vague 3 est en compression. Ah putain, elles sont de taille égale, saloperie. Alors j'aime pas trop ça, mais c'est les structures que j'aime pas. Donc là, bah, malheureusement, on est un peu emmerdé. Alors dans ce cas-là, on n'est quand même pas sur les 100%, donc normalement c'est notre 3 ici qui est la plus courte. Donc dans ce cadre-là, on prend 3 au sommet de la 4 pour l'instant, et on va mettre des extensions inférieures. Voilà. Moi je dirais que la zone c'est 11 002 ce matin minimum, et vers là essayer avec des structures acheteuses, des structures d'épuisement, hein, c'est-à-dire des types exit et des trucs comme ça. Je pense commencer à essayer de chercher des petits achats spéculatifs. Rappelez-vous qu'on ne retourne jamais une tendance comme des débiles, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça, hein. Normalement on ne fait pas ça, mais on va faire un truc qui ressemble un peu à ça, hein, voilà, et on devrait normalement revendre derrière ces types de schémas-là dans les jours qui suivent. Voilà. Parce que c'est mon schéma hein, pour moi, donc c'était ce que je vous avais dit dès lundi. Je pense qu'on baisse encore un coup en début de semaine, on purge un peu tout ça, on risque de remonter en fin de semaine, et normalement peut-être vendredi des prises de bénéfices pour retrouver les prix soit à l'équilibre, soit directement les réorienter à la baisse pour la semaine prochaine. Donc en 15 minutes, déjà baissier, mais là on arrive sur les contextes de support survendus. Je pense qu'il n'est absolument pas temps de se projeter sur des ventes immédiates, mais plutôt de dire si ça remonte, essayez de revendre ces pullbacks avec un stop par là. C'est-à-dire essayer de gérer son risque sur ces zones-là et essayer là, s'il y a des petits pullbacks, essayer de les prendre et d'essayer dans ce cas-là sinon d'attendre donc que le pullback se mette en place et d'essayer de jouer un petit breakout sur ces objectifs-là
ne me semblerait pas stupide. Donc je dirais que là, à l'heure où on est, là, à l'heure où on se parle, je vois déjà plus rien à faire, parce que c'est trop tard en gros. Soit vous vendiez ce matin à l'ouverture, et là vous êtes en train de sécuriser les trades pour la partie 15 minutes, il n'y a plus rien à faire déjà. On va aller voir s'il y a des choses à faire en plus court terme, pour essayer de choper éventuellement des petits pullbacks. De toute façon, moi je m'en fous, je suis déjà à la vente sur tous les indices, donc je veux dire que ça baisse, moi ça me va très bien. 5 minutes, même chose, on est déjà dans les contextes de support. Alors, je vais remettre 3 minutes au lieu de 2 minutes, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous n'avez pas les time frames à la con. Enfin, en fait, je pensais que 2 minutes était le time frame public, en fait c'est 3. Donc on va mettre 3 minutes, comme ça, ceux qui n'ont pas les comptes pro chez TradingView, vous pouvez utiliser que le 3 minutes, pas le 2 minutes. Donc évidemment, je ne vais pas vous léser, on va utiliser 3 minutes. Donc ici, c'est pas mal. Là, on commence à avoir un petit quelque chose, c'est-à-dire que là, on pourrait effectivement tenter... Alors non, ça ne respecte pas les stratégies de breakout. Donc là, même chose, hein, je dirais qu'il faut être patient là, à court terme. On peut peut-être enfoncer un peu ce support, mais je pense qu'il y aura un retour dans le contexte vendeur. C'est la seule chose que je ferai ce matin. Là, ce contexte va s'orienter à la baisse, très clairement. Donc le principe, c'est de dire, attendre que ce marché se respire un bon coup, d'accord, et choper normalement donc un pullback pour essayer de jouer une dernière vague d'accélération un petit peu plus bas dans la fin de journée, donc probablement soit à l'approche de Wall Street, qui est toujours en ouverture à 14h30 pour l'instant. Hein, donc je dirais que pour l'instant, il faut rester cool là sur le DAX. Une fois qu'il aura travaillé et probablement cassé un peu ce support, je pense que ça va manquer de jus à la vente et probablement donc un pullback à se mettre en place pour venir ouvrir à la neutralité théoriquement à Wall Street. Donc je dirais malheureusement, moi là, je ne vois plus rien à faire, si ce n'est jouer des achats contre-tendance sans signaux, puisque là en 2 minutes, il n'y a rien qui vous permette de trader. Hein, d'accord, on est sous les contextes et ça arrache littéralement. C'est-à-dire pour l'instant, il n'y a que dalle. Vous avez à la limite des TP et de la survente, ça survend et ça baisse, donc c'est normal. Là, attention, on est dans des flux baissiers, que ça survende, c'est tout à fait normal. Donc là, moi je dirais, il faut attendre une divergence pour essayer de faire un petit quelque chose là-dedans. Pour l'instant, je ne vois pas l'aube d'un truc qui me permette de le faire. Donc là, moi je dirais, il faut attendre que ça s'épuise sur ce flux. Et peut-être donc étendre cette petite remontée qui pourrait suivre dans l'après-midi. Si ça ne remonte pas, je ne vois rien d'autre à faire que de laisser les ventes swing se dérouler et venir chercher donc les objectifs majeurs qu'on a identifiés vers les 11 002, voire carrément les 11 000 si ça devait dérouiller à Wall Street cet après-midi. Donc navré pour l'intraday, mais je ne vois pas grand-chose à faire. On va essayer de préparer la session américaine du coup pour cet après-midi. Donc on a dit en horaire, même chose, hein, ça risque d'ouvrir par là à Wall Street, de rester plutôt positif, hein, c'est toujours la même merde, hein, vous voyez que ça baisse en Europe et ça maintient à Wall Street. Mais pour moi, on est vraiment dans les mêmes schémas. Donc Wall Street, normalement, venir chercher toujours la zone des 27,70 cet après-midi me semble être le schéma à privilégier. Donc casser le bottom ici et venir déborder le contexte qui est donc à 27,80. Donc moi je vais mettre une alerte ici, j'en avais mis une là hier, je vais la remonter, voilà. Hein, donc principe qui consiste à dire, pour moi aujourd'hui l'objectif, là on revient tester un peu ce canal de tendance, ou en tout cas on retrouve un flux baissier, hop, on vient s'épuiser ici avec un schéma donc divergent, proche des médianes, des fourchettes et compagnie, et normalement par là je pense que soit les acheteurs reprennent la main et on s'offre un petit retracement, ou à terme on pourra revenir peut-être chercher 27,30, des trucs comme ça, en tout cas ces grosses résistances là, hein. Tout dépendra de la structure de consolidation. Si le principe c'est de dire on vient faire ça, et que si ensuite on commence à se stabiliser et remonter. Voilà, on peut très bien remonter comme ça, c'est-à-dire remonter un peu à plat, on retrace que dalle, et derrière on reprend les baisses, ici, au contact des fourchettes. Soit ici on arrive à remonter assez fort à Wall Street, on s'offre des retracements plus profonds. Hein, voilà. Tous les schémas, c'est de dire derrière, je ne sais pas trop ce qui va se passer, ça va être du range, je ne sais pas du tout quelle forme ces ranges pourront prendre. Tout ce que je peux dire, c'est que normalement pour les vendeurs, il n'y a pas de gestion du risque à faire tant qu'on n'a pas cassé le contexte horaire. Pour moi, ça c'est une impulsion baissière, c'est net, franc et sans bavure, ça a cassé un support. Je pense qu'il y a une deuxième vague de baisse immédiate à venir derrière en extension, qui vient normalement installer un sentiment vendeur, casser le contexte horaire, et derrière, je pense qu'il faudra laisser faire. En intraday, certains pourront jouer des achats en pullback, contre tendance, mais je pense que derrière, il faudrait rester dans la dynamique des flux daily, qui sont pour moi des flux vendeurs, qui ne font que commencer avant que les flux hebdomadaires enquillent derrière. Donc en intraday, voilà, patience. On va regarder, et voilà, je le savais, voilà.
Mon pote AUDNZD nous fait le dip juste avant les news de cette nuit. Ah non, putain, c'est déjà passé. Ah non, voilà, là c'était la RBA. Et ce soir, donc, on a la New Zealand Trade Balance qui arrive. Attendez que je vous dise pas de conneries. C'était pas cette nuit quand même. Euh, what the fuck? Bah si. Alors, qu'est-ce que c'est que ce beans? Là, il nous reste cash rate. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, putain, c'est tombé cette nuit ou quoi? Oh, attendez, je vais voir ça. Ok, d'accord. Donc il y a eu un discours de banquier central cette nuit, plus effectivement le trade balance. Mais il nous reste les taux à faire cette nuit. Mais donc voilà, réaction positive de ce putain de NZD, donc double bottom. Et pour l'instant, donc j'ai plutôt envie de dire que ça se dirige pas trop mal. Donc la RBNZ cette nuit, hein, normalement pour enfoncer le couteau. Donc côté RBA, c'est plutôt positif pour l'instant. On va aller regarder la réaction. Là, on fait un peu de swing du coup. Donc on regarde la réaction. Voilà, AUD-USD en réaction positive comme attendu. Donc là, on est vraiment en train de construire, je pense, une ascension, un schéma haussier. On rejette bien les contextes acheteurs avec des creux ascendants. Je pense que l'objectif ici est d'aller installer une tendance. Donc je suis bientôt en validation sur mes trades AUD-USD. Je ne sais plus où je l'avais acheté, mais j'ai acheté un peu par là de l'AUD-USD. D'accord. Je pense que la chose à venir maintenant, c'est la rejet et à la vente sur le NZD, j'espère, cette nuit. Là, par contre, pour l'instant, le marché anticipe du bon, du positif. C'est là où je veux que ça, bam, ça reparte au sud et qu'on aille chasser ses stops. Si ça se produit, flux haussier AUD, flux baissier NZD, c'est le carnage assuré pour l'AUD NZD. Et j'aime autant vous dire que ça va être punchy. C'est-à-dire que là, si on a une phase où les deux d'un coup commencent réellement à se décorréler, là, la UDNZD, ça va puncher, ça va être punchy en termes de tendance. Je vous dis, il faudra vous attendre à un truc un peu comme ça, là, où ça dérouille pendant quelques jours de suite, parce qu'il n'y a plus de plancher sur le NZD et qu'on franchit les sommets, enfin, on franchit le plafond avec la UD. Voilà. Donc, si AUD se met à franchir des résistances face au dollar et que le NZD enfonce des supports, vous êtes certain que la UDNZD, c'est de la pure tendance et on peut envoyer sans problème du 2-3% comme ça, voilà, sur du Forex en quelques jours là-dessus, sans le moindre problème. Moi j'attends ça, bien entendu. Je ne vais pas anticiper le catalyseur pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire que dans un marché normal, j'hésiterai absolument pas à payer dès maintenant sur le support, en anticipation de la news, avec une gestion du risque bien entendu, mais là évidemment comme j'ai déjà le dos au mur et que je l'ai dans le cul avec la UDNZD, je ne peux pas m'amuser à prendre plus de risques que je ne l'ai déjà fait. Donc j'attends gentiment et j'espère que demain matin je me réveillerai avec un AUDNZD qui aura pris au moins 1,5% et qui sera normalement, si j'ai raison, si je ne me suis pas trompé et que la RBNZ normalement ce soir a un ton un peu plus accommodant, voire carrément dit qu'elle n'osera plus les taux. Voilà, si elle se met au ton des autres banques centrales, je pense que demain on peut sans problème se retrouver en franchissement de cette résistance sous ces premiers niveaux de retracement FIBO. Donc voilà, ça veut dire demain on peut sans problème, admettons qu'on clôture là cette nuit, voilà, RBNZ, demain on s'offre 0,88 et on vient en fait remettre en question toute la tendance baissière. La première remise en question se fait ici, c'est de dire ça, ce n'est que 23% de retracement de toute la merde. Donc, encore une fois, soyez patient et pragmatique. Dans ces objectifs-là, pour ma part, ça, c'est vraiment le stricto minimum de ce qu'il y a à faire. Moi, je vise des extensions haussières. Donc, c'est de dire, pour moi, ces retracements n'ont aucun sens. Mais avant d'installer un sentiment haussier, il faut déjà qu'on dégrade le sentiment vendeur. Donc, il faut commencer par aller chercher 23, les casser, puis constituer, là également, des supports ascendants. C'est-à-dire, ce qu'on fait à court terme, là, sur la UD, il faut le faire sur le NZD. Voilà, moi, j'aimerais bien un truc comme ça. Et hop, voilà. Une petite poussée, on vient chercher le canal de tendance, ça reflue un peu, et boum, derrière, on part sur des vraies belles tendances. Et petit à petit, on dégrade, ça répond plus à la vente, et là on se dit, oh putain, merde, il y a une tendance haussière, oh bordel, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi on l'a pas vu venir? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comme le premier truc, voilà, ça vient là, tout le monde se dit, oh putain, merde, mais ça vend plus, qu'est-ce qui se passe? On casse des obliques hebdomadaire, voilà, c'est par là qu'évidemment tout le monde va commencer à se dire ah bah il faut acheter de la UDNZD, voilà. Donc évidemment moi l'objectif c'est de dire bah oui, moi je pense que les gens vont vouloir acheter ce truc là et j'ai bien l'intention de profiter de leur flux entrant en ayant fait avant eux.
C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je surveille. Ah oui, Cisco. Voilà. Donc ça c'est par rapport au portefeuille swing. Donc je vais rentrer Cisco en portefeuille à la clôture hebdomadaire. Donc j'attendrai vendredi. Hein, voilà. J'attendrai de voir comment ça réagit au courant de la semaine. Donc tout comme le S&P, hein, je pense qu'on peut avoir un petit pullback. Mais si on clôture la semaine en avalement baissier, c'est-à-dire tant qu'on clôture sous 52,73 et qu'il n'y a pas de mèche basse, hein, c'est-à-dire si on clôture là avec une grosse mèche basse, ça me va pas. Mais si ça clôture à la baisse, hein, ce sera la bonne vieille Evening Star qu'on a sur toutes les actions américaines. Autrement dit, ça part en parabole de bubule, de stupide, de n'importe quoi, et putain, ça merde, on manque de gaz, plus personne ne prend de risques, et là, boum, hein, c'est l'effondrement spéculatif qui tombe derrière. Il y aura cassure de support évidente derrière, hein, c'est à dire que ça va forcément céder immédiatement. Et derrière, toujours pareil, hein, le dead cat bounce, et puis derrière, les valeurs s'écroulent. Mais à ce stade-là, il faut vous dire une chose, hein, c'est que, alors quand je dis s'écroule, ça ne veut pas forcément dire on va là, hein, mais c'est dire derrière, on perd effectivement une bonne partie de la valeur. En général, on détruit au moins 50% hein, dans un crack. Donc si cette valeur crache, et on n'en sait rien, le crack, encore une fois, c'est une structure, c'est-à-dire ça chute de façon épidermique, et la valeur ne parvient pas à s'en reprendre, et c'est là que s'installe le bear market, lent, douloureux, et voilà, et 50%, 60% de baisse à venir derrière. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Moi, j'attends, mais je pense que Cisco, je vais la rentrer en portefeuille si elle répond comme je veux. Tout comme les Microsoft et les Visa pourraient rentrer. Hein. Si elles se plantent ici, ces valeurs-là, c'est la même chose. C'est de dire, ah ben voilà, du coup, au final, on aura mis une petite poussée histoire de faire les couillons, histoire de dire, on va pas quand même. Voilà, là, c'était pas une chute en crack. C'est-à-dire que là, on tentait des consolidations et je m'étais dit, on va installer un marché baissier pernicieux. Non, on s'est offert un petit peu d'euphorie là, à Wall Street, et derrière, boum, si ça repart, c'est ici que la phase de crack se met en place. C'est-à-dire là, paf, on enfonce tout de suite le support, derrière la valeur incapable de s'en remettre, et ensuite, on envoie le marché baissier. Donc même chose, hein, c'est les mêmes structures, Cisco, Visa, Microsoft, tous ces trucs-là qui s'offrent donc des nouveaux sommets historiques, mais qui commencent à perdre les flux acheteurs, alors qu'ici, au contraire, c'est de dire on est dans des bulles, donc la résistance, elle n'existe pas. On est en train de voir jusqu'où on peut aller. Si on perd le momentum acheteur, c'est qu'on a trouvé jusqu'où on pouvait aller. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On détruit la valeur pour voir jusqu'où on retrace. C'est-à-dire que l'objectif haussier stupide sans limite, d'accord, qui revient à dire on va voir jusqu'où on va, la question va s'inverser, c'est-à-dire dire on va voir jusqu'où on peut vendre, jusqu'où on va faire baisser les prix, jusqu'à ce que les investisseurs se repositionnent sur ces valeurs. Il n'y a aucune constitution de support, hein, c'est le principe de la bulle. Ce que je veux dire, en fait, une bulle, c'est pas que c'est magique et que ça va s'effondrer parce que Phil il a décidé que les bulles elles s'effondraient. C'est une structure de prix et de volume qui est instable et qui en fait se construit comme des dominos. Vous les mettez les uns derrière les autres, mais il faut avoir conscience que le jour où un domino tombe, ils tombent pratiquement tous en même temps derrière, parce que vous n'avez constitué aucun support. Alors il y a quelques supports qui ont été constitués, ceux-là, mais le problème c'est que derrière, quand vous attaquez ces zones-là, d'accord, vous les attaquez avec un momentum vendeur qui est carrément énorme, parce que là, il n'y a rien, il n'y a aucun support. Donc vous pouvez vous dire que déjà, toute cette zone-là, quand on l'a fait en ligne droite derrière. Donc en fait, c'est en général, on vient là, on casse le premier bottom, on essaie de retracer un peu, ici tout le monde pense que c'est bon, c'est fini, et au final non, hein, c'est schéma du Bitcoin, et ici voilà, la valeur s'écroule comme ça, et on teste de revenir chercher les supports, et ça passe pas, et après c'est là où on rachète. D'accord? Donc c'est vraiment un schéma, c'est de dire, tous ces trucs-là, ce sera complètement effacé parce que ça n'a aucune valeur. En fait, on a imprimé des prix qui veulent rien dire, et le principe c'est de dire, c'est de la spéculation, c'est de la bulle spéculative. La valeur de l'indice et de l'actif revient à dire quand est-ce que des investisseurs vont se repositionner sur ces trucs-là. C'est-à-dire que les spéculateurs étaient à l'achat, puis les spéculateurs ils font n'importe quoi, donc au bout d'un moment ils vont se passer à la vente. C'est-à-dire quand les prix vont baisser, les spéculateurs vont faire baisser les cours. Et comme il n'y a pas d'investisseurs pour soutenir les supports, tout simplement les supports cèdent les uns après les autres, les spéculateurs deviennent de plus en plus agressifs, jusqu'au moment où évidemment ils prennent autant de risques débiles dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils se mettent à vendre un marché alors qu'on est sur des supports, et à constituer les mêmes conneries que celles qu'ils ont faites avant, c'est-à-dire à se mettre à acheter pensant que ça va continuer de monter. Au bout d'un moment, le sentiment d'un spéculateur, c'est de dire ça baisse, on n'achète plus. Donc on ne fait que vendre alors qu'on arrive sur des zones où normalement, à ce stade-là, les investisseurs commencent à rentrer en tant que contrepartie de ces spéculateurs. Moi, je pense que dans les marchés, il faut suivre les flux d'investissement et non pas les flux spéculatifs. Il faut spéculer, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience des flux spéculatifs, mais normalement, moi, je suis les flux d'investisseurs, parce que c'est ça la bourse, et c'est à ça que ça sert. Et alors, il y a de plus en plus de flux spéculatifs, et ils induisent encore plus de volatilité dans ces marchés, mais le but,
de ces trucs-là, c'est de donner un prix global sur des choses, pas simplement de dire allez j'achète pour revendre dans 24 heures. Voilà, normalement à la base c'est de l'investissement, c'est justement de dire je mets de l'argent dans cette société parce qu'elle va créer de la valeur. Donc là on est en fin de cycle, donc effectivement les raisonnements se court-termisent et tout ça, on en a déjà parlé, et on fera des émissions, je vous l'ai dit, donc philosophiques sur ces thématiques-là. Et voilà. Le moment, c'est ça, c'est de dire on n'a plus aucune visibilité, on pense pas qu'on va créer on pense pas qu'il y a de la richesse à créer, donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne peut pas non plus laisser tomber le bébé trop vite, hein, il faut quand même entretenir le mécanisme, c'est-à-dire on fait tourner la bourse aujourd'hui en attendant que l'inévitable, que ce qui a de plus de chances de se produire se produise. C'est-à-dire que dans les milieux financiers, on se doute quand même qu'il y a un truc qui va mal se produire dans les prochaines années, mais notre rôle, c'est pas de l'anticiper, c'est d'attendre que ça nous tombe sur la gueule. Voilà. Donc ça, c'est ce que font les investisseurs, ils attendent qu'une saloperie tombe sur le marché et ils vont acheter les prix à la baisse, c'est-à-dire, ils achèteront les prix plus bas. Moi, je pense que c'est la logique qui revient à dire, voilà, on a pris des profits, maintenant on va attendre que les marchés prennent trop de risques. Quand ils auront pris trop de risques, évidemment, on se pètera une crise financière, comme habituellement, hein, et évidemment, on rachètera les pots cassés. Pour moi, c'est ça la logique. Hein. Voilà. Donc, la meilleure logique, c'est celle-là, c'est de dire, je cash out, je garde de l'argent disponible pour attendre qu'une mauvaise chose se produise, puisque c'est ce qui est le plus probable, et je rachèterai évidemment les pertes de ceux qui auront été assez avides de pouvoir et d'argent pour acheter tout simplement des prix stupides, pensant toujours les revendre un peu plus haut, alors qu'on est dans un contexte où la prise de risque ici, dans un contexte d'investissement, ne fait aucun sens. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée. Donc, surveillez la session américaine cet après-midi. Je pense sincèrement que il faut rester plutôt orienté sur des ventes chez eux. Je vais essayer de vous trouver donc le contexte en 3 minutes et les zones de vente, puisque je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Donc voilà. Pour moi, le dernier bottom, c'est là. Ok, on constitue pour l'instant une conso qui a l'air de se mettre plutôt de type flat, c'est-à-dire que le dernier bottom, est-ce que là on est allé plus bas? Non, donc c'est ici, et le schéma c'est donc pour moi une conso flat, hein, donc A, B et un C flat. Je pense qu'on est prêt à Wall Street pour repartir, aller enfoncer le support. Ce type de marché là, généralement, on reproduit l'amplitude, c'est-à-dire que le flat, dans le flat, l'extension c'est au minimum 50% du flat, c'est-à-dire là vous prenez, vous dites hop, voilà. Vous dites ça, vous dites normalement dans la zone c'est ça et minimum 50%. Donc on voit bien ici que la zone des 2775, d'accord, moi ce qui m'intéresse c'est donc la partie inférieure. Tout ce qui se trouve sous 27,75 me semble être la zone de prix intéressante avec donc mon grand favori, la zone des 27,70 dans laquelle je pense qu'à Wall Street, ceux qui prennent des trades un peu plus court terme ou ceux qui veulent gérer les risques sur les ventes swing de manière plus précise, je pense qu'ici, une petite prise de profit, sous condition de signaux bien entendu, ne sera pas totalement stupide pour jouer éventuellement donc, des pullbacks. Donc le but c'est de sortir un peu d'argent pour le revendre, mais absolument pas de sortir plus de 20% de vos ventes. Hein. Si vous avez pris les ventes hebdomadaires, ne vous amusez surtout pas à me jouer ce coup-là du ah ouais mais ça baisse un peu trop vite et j'ai peur que ça remonte. Et voilà. Je vous rappelle les objectifs hebdomadaires où ils sont. Hein. Les objectifs hebdo c'est minimum 22,51, c'est-à-dire d'enfoncer 20% des prix. Donc là on a baissé d'1,5. Commencez pas à me dire, ça y est, j'encaisse des bénéfices. On n'est à même pas 10% des objectifs, des premiers objectifs. Donc voilà, soyez rationnels dans vos prises de décision. Vous avez subi le risque hebdomadaire. Dieu sait qu'il a été putain de chiant. Maintenant que ça commence à montrer des signaux précurseurs de validation, et encore, c'est pas gagné du tout, ne vous amusez pas à encaisser des profits. Hein. Voilà. Ça, si vous faites ça, là, on n'est vraiment, vraiment pas d'accord. Donc là, il faut apprendre à laisser couler vos positions. Gérer le risque à court terme, si vous êtes agressif, tout à fait d'accord, mais ça ne doit pas excéder des prises de profit de 15-20%. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.